Alors, bonjour. Merci d'être là avec ce soleil radieux à la Talente pour cette rencontre. Donc, déjà, je remercie la librairie Elcar qui nous a fait cette proposition donc de rencontre avec Mathilde Larère et Juliette Mathieu des éditions du Détour, qui doit être dans la salle. Je remercie Margot Labarthe que nous avons invitée donc à animer cette rencontre. Donc, je vais présenter Margot Labarthe en quelques mots et puis Margot, je vous laisserai introduire Mathilde Larère. Donc Margot, vous êtes donc journaliste, productrice de podcasts et militante féministe. Vous avez créé en 2019 l'association Team Sama dans les Landes, une association féministe. Et cette année, je crois que c'était la première édition du festival deuxième EB, à Mont-de-Marsan. Vous pourrez en dire un mot, je pense que ça viendra dans la discussion. Et vous avez travaillé pendant 5 ans pour la radio associative indépendante Radio MDM avant de créer Mentatou, qui est un studio de podcast pour valoriser les productions d'autrices. Voilà, en gros, mais je vous laisse compléter. Non. Alors, peut-être, juste pour vous expliquer un petit peu le déroulé, on a à peu près 1 heure pour la rencontre et alors, il y en a qui ont déjà pris les billets pour le film, etc. L'idée, c'était qu'on fasse une pause d'1 demi-heure parce qu'il y aura une signature donc à l'extérieur, dans le bistrot. Vous pourrez aussi prendre un petit verre, vous rafraîchir. Et on reprendra vers 18h30 avec l'avant-première du film Riposte féministe. Je redirai tout à l'heure un mot sur le film lui-même. Voilà, bonne rencontre. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là, nombreuses et nombreux. C'est chouette de voir une si grande salle avec autant de gens dedans. Je vais pas m'étendre très longtemps pour présenter Mathilde parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Elle est donc enseignante chercheuse en histoire, spécialiste du 19e siècle et des révolutions, si je ne m'abuse, et autrice de donc, le livre qui va nous intéresser aujourd'hui, Guns and Roses, les objets des luttes féministes. Il y avait Rage Against the Machism il y a quelques années aussi. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce titre, Guns and Roses. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix du titre, d'où ça vient et comment ça t'est venu ? Oui, je peux. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pourquoi ce titre ? Le titre, c'est une super idée de Juliette qui est là. En fait, le précédent bouquin, je l'avais appelé Rage Against the Machism parce que c'est un slogan que j'avais vu dans une manifestation, à Paris, mais qui vient en fait des Women's March américaines contre Trump et son sexisme assez avéré. Et donc, le slogan avait déjà circulé. Et moi, je m'étais dit, mais c'est un super titre de bouquin. En plus, j'aimais beaucoup le groupe Rage Against the Machine, donc ça tombait parfaitement bien. Donc, j'avais choisi ce titre. Et quand on a fait le deuxième bouquin, on ne voulait pas l'appeler Les objets des luttes féministes parce que c'est un peu plan-plan. Après, on a un peu cherché. Et puis Juliette, elle a dit, on n'a qu'à continuer dans les groupes de rock. Et comme un des chapitres que j'avais déjà commencé à rédiger, c'était sur les armes, et elle a eu l'idée de Guns and Roses. Donc j'ai dû faire un chapitre sur les Roses, que n'était pas prévu au début. Mais voilà, c'est en fait, c'est un clin d'œil au précédent, quoi. Et l'idée peut-être des objets, pourquoi tu as voulu parler des objets dans les luttes féministes ? Parce qu'on va en discuter plus largement, mais c'est quand même vraiment des objets du quotidien que tu as choisi d'évoquer dans ce livre. Alors, il y a deux origines en fait à cette idée de travailler sur les objets. D'abord, je suis évidemment pas la première à bosser sur les objets. Il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment et qui permettent de faire de l'histoire à partir des objets. Alors, là, deux grands champs, si on peut dire. Il y a d'un côté, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une émission sur Arte qui s'appelle Faire l'histoire, qui est animée par Patrick Boucheron et qui part d'un objet pour en fait faire soit de l'histoire sociale, soit de l'histoire culturelle. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs émissions comme ça. Et pour en avoir regardé quelques-unes, je me suis dit, mais ouais, c'est malin en fait de partir d'un objet parce que l'objet va attirer le téléspectateur pour le cas de la télé ou le lecteur pour le cas du bouquin. Et c'est en même temps une bonne porte d'entrée pour faire de l'histoire. Et puis par ailleurs, l'histoire des luttes féministes, il y a une dimension matérielle, donc ça marche bien. Et l'autre inspiration historiographique, si on peut dire, c'est tout le travail sous la direction de Pierre Singaravelou et Sylvain Venère, le magasin du Monde, c'est une histoire, mais là c'est
pas exactement ce que je fais parce que c'est une histoire des objets. Comment les objets ont été inventés, créés, utilisés et quelles sont les conséquences mondiales de l'invention de certains objets. Mais voilà, il y a cette espèce de mode sur les objets. Voilà, j'ai un peu suivi la mode, quoi. Bref. Et l'autre truc, c'est parce que en tant que féministe, je me suis retrouvée avec des objets. Et notamment à 2 reprises, et il se trouve par rapport à une même lutte, qui est la lutte pour le droit à l'avortement. Alors déjà, le truc de base, on sort à manif quand les États-Uniennes se font priver de leurs droits, on sort avec un cintre. Et en fait, moi, c'était évident pour moi de sortir avec un cintre, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi un cintre? Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant de raconter l'histoire de cet objet et comment un objet utilisé pour avorter est ensuite devenu symbolique d'une lutte. Et l'autre, c'est ce que je raconte au début, dans l'intro, parce que c'est une histoire vraie. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un cadre militant à rencontrer une ancienne infirmière qui avait fait des avortements Karman, c'est-à-dire les avortements par aspiration dans les années, et qui étaient illégaux, on est avant la loi Veil, donc en 1973-1974. Et donc, je me suis retrouvée avec cette dame et qui discutait avec une médecin de MSF qui, elle aussi, pratiquait des avortements illégaux en Argentine, avant que ça soit autorisé en Argentine. Et alors qu'on était plusieurs comme ça, et nous les autres, il y avait Victoire Toyon aussi à ce moment-là, on parlait droit, on parlait égalité, on était dans un discours assez abstrait. Et elles se sont mises à parler super concrètement de comment tu fais, et tu mets quelle pression pour aspirer, et quelle canule, et toi quel plastique, et donc c'était très concret. Et Françoise, l'infirmière, elle a sorti de son sac une canule, qui était la canule qu'elle avait gardée depuis les années 60, depuis 73 dans son sac. Et elle nous l'a passée, et je me suis retrouvée avec cette canule dans la main. Et c'était hyper fort comme expérience. Vraiment, c'est parce que je l'avais enseigné plein de fois, l'avortement Karman et tout ça, mais j'avais jamais tenu une canule dans la main. Et j'avais ce souvenir au fond de moi de ce moment très très fort, d'être confrontée à un objet d'une lutte. Et donc tout ça s'est mélangé, et on a eu l'idée du bouquin. En gros. C'était bien. Et je voulais aborder l'IVG un peu plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, autant y aller. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur cette histoire du cintre, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez vu passer pendant les dernières manifestations, justement par rapport aux États-Unis, il y a eu beaucoup de pancartes qui étaient faites avec des cintres, et des cintres carrément en manif. Du coup, est-ce que tu peux un peu revenir peut-être sur cette histoire du cintre et de l'avortement ? Alors, le cintre, au début, l'histoire est triste, parce que le cintre, c'est quand l'avortement a été interdit. En France, il est interdit depuis longtemps, parce que dans le code pénal, il était interdit. Mais en gros, pendant tout le 19e siècle, il n'y a pas de problème pour avorter en France, parce que la France, de toute façon, est plutôt malthusienne, donc elle considère qu'il faut que les familles fassent moins d'enfants, et surtout les familles pauvres. On considère qu'une famille pauvre avec beaucoup d'enfants, c'est une famille encore plus pauvre, et donc plutôt que de faire des aides sociales, ce qui pourrait être une idée comme une autre, on considère qu'il vaut mieux que les familles pauvres ne fassent pas d'enfants. Donc au 19e siècle, même si dans le code pénal, l'avortement est interdit, en pratique, aucune femme, quand il arrive qu'elle se retrouve devant les tribunaux, aucune femme ni aucune avorteuse ne se retrouve condamnée. Mais les choses changent au lendemain de la Première Guerre mondiale à cause de la saignée démographique, parce qu'on abandonne la vision malthusienne pour valoriser une vision populationniste. Donc ça y est, il faut repeupler la France. Et pour repeupler la France, il faut interdire l'avortement. Et donc, l'avortement devient interdit, sauf que c'est bien ce qui a été dit lors de l'abandon de l'arrêt de la Cour suprême. C'est pas parce que l'on interdit l'avortement qu'il n'y a pas d'avortement. Les femmes qui veulent avorter avortent. Le problème, c'est qu'elles n'avortent plus dans des conditions sécures et légales, mais dans des conditions illégales. Et donc, dans la France des années 1930, 40, 50, 60 et début 70, les moyens d'avorter, alors pour les plus riches, on pouvait partir dans les pays où c'était légaux et avoir un avortement donc légal et sécurisé, voire des médecins qui, pour les plus riches, acceptaient de faire des avortements sécurisés. Mais pour les moins riches et pour les plus pauvres, au mieux la faiseuse d'ange, avec des sondes métalliques et des conditions qui étaient déjà assez limites. Mais si on ne trouvait même pas de faiseuse d'ange, eh bien, en fait, il restait les moyens du bord, et les femmes trouvaient les moyens d'avorter toutes seules. Et un des moyens était de s'introduire une
tige métallique longue. Et un des moyens d'avoir une tige métallique longue, c'est de déplier un cintre. Donc, les cintres ont été utilisés comme moyen d'avortement avec des conséquences parfois dramatiques. Je ne rentre pas dans les détails, c'est bon. Ce que j'allais dire, les pages dans le livre sont... Ouais, alors elles sont dures parce que... d'ailleurs, je reprends ce que dit Annie Ernaux, hein, parce qu'Annie Ernaux, dans l'événement, c'est dur, hein, elle le raconte. Mais en fait, il faut raconter aussi... Ne vous inquiétez pas, on ne vomit pas en lisant le bouquin, hein, mais il faut raconter ce que c'est que les avortements clandestins, parce que si on s'en rend pas compte, hein, on ne voit pas le danger de la suppression de la légalité et de la médicalisation de l'avortement. Et bon, donc la loi Veil passe. Bon, entre-temps, il y a aussi l'avortement Karman qui met fin à ça et qui remplace le curetage, la sonde et le curetage par l'aspiration, laquelle normalement se passe de curetage, hein, si elle est bien faite. Et donc les cintres retournent au placard d'une certaine façon. Et en fait, ils sont ressortis comme symbole de la lutte pour le droit à l'IVG. Et ils ne sont pas ressortis en France au début. Les premières qui vont qui vont utiliser les cintres, hein, pour protester pour le droit à l'avortement, c'est les Espagnols. Donc c'est, je crois, en 2015, là d'un seul coup j'ai un doute, mais à un moment où le gouvernement de droite de Madrid veut remettre en cause le droit à l'avortement, et les Espagnols sont sortis avec des cintres avec écrit Nunca más, donc plus jamais. Et il y a eu ça, et il y a eu aussi, donc c'est devenu il y a une exposition que moi j'avais vue, hein, qui est une exposition d'une plasticienne qui s'appelle Victoria Abril, et qui devait représenter les avortements clandestins, et qui, pour le représenter, avait fait une pyramide de cintres. Moi, je me souviens très bien d'être rentrée dans cette expo et d'avoir vu cette pyramide de cintres et d'avoir mis quelques secondes à me dire, mais pourquoi les cintres? Ah oui, bien sûr. Et en même temps, tous les gens qui passaient, il y avait plein de gens qui disaient, mais pourquoi les cintres? Parce qu'on avait oublié les cintres. Et on l'avait d'autant plus oublié qu'en France, l'objet qui s'était imposé plutôt, ce que l'on trouve dans les manifs du MLF, du MLAC, dans les années, le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement, de la contraception, c'était l'aiguille à tricoter. On parlait beaucoup plus de l'aiguille à tricoter, voire de la queue de persil. Il y a des manifs où les femmes des années 70 ont des queues de persil sur l'oreille pour montrer que voilà, ça suffit, la queue de persil, ça ne doit pas être utilisé pour avorter. Mais c'est finalement le choix espagnol qui l'a emporté sur la tradition plus française. Et c'est le planning familial, hein, qui en 2017 a fait une grande campagne que vous avez peut-être vue. C'était une affiche rouge où il y avait une main qui tenait un cintre avec écrit « Plus jamais ça ». Et cette campagne, qui a été surtout relayée sur les réseaux sociaux, mais il y a eu aussi un certain nombre d'affiches, a installé un peu ce recours au cintre, hein, comme symbole de la lutte pour le droit à l'IVG. Et c'est ressorti, parce qu'après les symboles ça circule, c'est ça qui est assez fabuleux, hein, et les réseaux aident évidemment à la circulation, et on l'a retrouvé donc à la fois aux États-Unis au moment de la décision de supprimer l'arrêt qui permettait le droit à l'IVG, mais aussi en France. Dans les manifs là, au printemps dernier, moi je suis sortie avec un cintre, mais il y avait plein de gens avec des cintres. Et je trouve que l'avortement, c'est assez intéressant parce que ça ressort aussi dans le livre. L'IVG et la contraception, ça permet de comprendre qu'il existe deux poids, deux mesures quand on parle du corps des femmes européennes et des femmes des colonies à l'époque. C'était deux manières complètement différentes d'appréhender la chose. Alors que les unes se battaient pour avoir recours à l'IVG, les autres étaient stérilisées ou avortées de force. Ah oui, non, il y a une très très grande différence, et justement le moment les années 70 sont, pour ça le début, sont très durs, parce qu'en France il y a les féministes françaises qui se battent pour le droit à l'IVG, et au même moment se tient à Paris un procès qui est le procès qu'ont réussi à conduire jusque devant la justice, hein, les femmes réunionnaises, parce qu'à la Réunion on stérilisait de force des femmes qui étaient enceintes, et leur médecin leur disait on va faire une petite opération, c'est pas grave, c'est juste pour votre bien-être ou le bien-être du bébé. En fait, elles se réveillaient non seulement avortées, et avortées alors qu'elles étaient enceintes parfois de 5-6 mois, hein, mais en plus parfois stérilisées. Et ce scandale des stérilisations, des avortements forcés à La Réunion, qui existe aussi. Les mêmes pratiques ont été faites en Guadeloupe et en Martinique.
voilà, c'est complètement... c'est-à-dire qu'en gros, plus d'enfants blancs, mais pas d'enfants noirs. C'est ça qui était dit très clairement. Et le procès s'est déroulé à Paris au moment où le MLF et les autres organisations se battaient pour le droit à l'IVG. En fait, il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de solidarité des féministes de l'Hexagone, on va dire, pour la lutte des femmes réunionnaises. Donc là, il y a eu un raté dans la sororité très clair, quoi. Il y a le livre Les féministes blanches et l'Empire, je ne sais pas si vous voyez, qui aborde cette question notamment. Et il y a le livre Le ventre des femmes de Françoise Vergès qui raconte justement ces avortements à La Réunion et tout ce que ça implique. Et sur la question des différents traitements, selon que l'on est une féministe blanche ou une femme dans un pays colonisé par l'État français, il y a la question du voile que tu abordes et qui souligne une fois de plus qu'il y a des traitements complètement différents et qui met en valeur aussi les divisions au sein même du mouvement féministe et que c'est quelque chose qui continue dans l'histoire. Alors ça, c'est un chapitre, je voulais vraiment le faire, hein. On en avait discuté avec Juliette. C'était pas le plus facile parce que la question du voile, effectivement, divise même au sein des féministes. C'est-à-dire que j'écarte toutes celles et ceux qui vont utiliser la question du voile pour faire semblant d'être féministes, mais qui ne sont d'aucun autre combat. Je veux dire, tout le Rassemblement national, etc., sont tout prêts à se dire féministes quand il s'agit d'attaquer les femmes voilées. Bon, ça. Donc là, la question, je ne considère pas que c'est une division de féministes qui ne sont pas féministes. Mais de facto, il faut constater que des féministes qui sont ensemble dans à peu près tous les combats se déchirent sur cette question-là. Donc, il fallait l'aborder. Et la difficulté que j'ai pour l'aborder, mais je le dis très clairement dans le bouquin, c'est que moi, je suis, comme on dit, pro-choix. C'est-à-dire que si une femme, elle a envie d'être voilée, elle a envie d'être voilée. Je suis absolument opposée à tout dévoilement de force. Donc, j'ai un point de vue dans ce débat. Et en même temps, voilà, je fais un livre d'histoire. Et qu'est-ce qu'une historienne, d'un côté, première casquette, mais deuxième casquette, militante féministe et pro-choix, peut dire sur cette question-là dans un livre sur les objets. Étant entendu qu'il était hors de question que je botte en touche en disant non mais finalement ah oui c'est un objet, tiens j'ai oublié d'en parler. Non, bon, donc je me suis dit j'y vais franco et je le fais. Et donc le moyen de s'en tirer c'est l'histoire, c'est souvent un moyen aussi de s'en tirer, c'est d'en faire une histoire longue quoi et d'expliquer sur le temps combien d'abord dans notre pays les femmes ont eu la tête couverte, hein. Je pense que à peu près tous ici, en remontant à nos grands-mères ou à nos arrière-grands-mères selon l'âge que vous avez ou que j'ai, elles avaient des fichus sur la tête, hein, et il était considéré comme malséant de sortir en cheveux, comme on disait d'ailleurs, une femme en cheveux était une prostituée. Et pour humilier une femme dans la rue, jusque dans les années 20 et 30, on lui enlevait son fichu ou son chapeau selon, parce que il y avait un chapeau quand on était plus riche et un fichu quand on était plus pauvre. Donc voilà, il y a une histoire longue finalement de la tête couverte. Et après, j'ai réinséré cette histoire actuelle du voile dans forcément l'histoire coloniale, hein, parce que l'histoire du dévoilement, forcément, fait penser aux cérémonies de dévoilement en 58, après, juste avant la prise de pouvoir de Gaulle et juste après la crise du 13 mai, et où on a organisé des cérémonies de dévoilement à Alger pour faire croire que les populations étaient favorables à l'arrivée de Gaulle au pouvoir et favorables au dévoilement des femmes, alors qu'on sait maintenant, grâce aux archives, que c'est des nanas, on est allé les chercher dans les bidonvilles d'Alger, certaines forcées, d'autres payées, mais que c'était pas du tout spontané. Voilà, et ça me permettait aussi de rappeler, parce que ces querelles des féministes entre elles, il y en a d'autres, hein. Les féministes, on se querelle sur la question de la prostitution. On a plein de querelles à l'intérieur du mouvement féministe. Et ce que je voulais dire aussi, c'est
il y a toujours eu des querelles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des débats à l'intérieur du féminisme. Il y a toujours eu même des débats assez violents. Il y en a encore. Et quand les antiféministes utilisent finalement nos divisions en mode ils bouffent du popcorn en nous regardant se taper dessus, c'est important de rappeler, voilà, on s'est toujours divisé, puis c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Au bout du compte, le tout, c'est qu'à des moments, on puisse se battre ensemble. Et on n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord, on l'a pas été d'accord, et c'est sain, c'est finalement la démocratie, c'est le conflit, hein. Quand tout le monde est d'accord, c'est très mauvais signe, moi je trouve, et donc il faut dédramatiser sans minimiser, sans cesser de... Enfin, moi je suis toute prête à discuter pendant des heures avec une féministe qui n'est pas d'accord avec ma position sur le voile et le dévoilement, mais à condition que ça, voilà, on n'en termine pas sur les dessus, mais moi a priori je hurle pas sur les gens, et c'est pas grave, voilà. Donc pour aussi faire que cette division interne au groupe des féministes ne soit pas utilisée par les antiféministes pour montrer, regardez en gros la sempiternelle image de les femmes qui se crêpent le chignon, qui est aussi une image très sexiste en fait. Puis on le voit bien quand même aujourd'hui avec ce qui se passe en Iran, et qu'il y en a plein qui sont là à récupérer les dévoilements. Et donc on voit ces voiles, ces foulards. Mais moi par exemple je soutiens à mort les femmes iraniennes, parce que la question c'est leur choix. Qu'elles choisissent, voilà. Et donc on les voit utiliser ce foulard, ces voiles, comme objet un peu de leur révolution. Il y avait le cintre dont on a parlé, et plus étonnant, il y a eu le Code civil qui a été utilisé en objet de révolution le 29 octobre 1904. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire et de comment le Code civil s'est retrouvé comme objet de revendication des manifestations féministes? Alors le Code civil, je sais pas dans quelle mesure vous connaissez l'histoire des femmes, du féminisme, etc., mais le Code civil, c'est une pure saloperie contre les femmes. Voilà, on va le dire franchement. Je pense c'est vraiment une catastrophe absolue. Donc, Code civil napoléonien, 1804, un retour à l'ordre des sexes après la Révolution française, et qui va passer par la réduction de la femme mariée à un statut de mineure civile. Les femmes mariées selon le Code civil n'ont plus le droit de rien faire. Elles n'ont plus le droit de choisir leur domicile. Elles n'ont pas le droit d'avoir la moindre éducation sur leurs enfants. Elles n'ont pas le droit de passer le permis, enfin quand tu auras le permis. Elles n'ont pas le droit de passer un examen. Elles n'ont pas le droit de se faire opérer sans autorisation de son mari. Elles n'ont pas le droit de travailler sans autorisation de son mari. Elles n'ont pas le droit de se syndiquer sans... Voilà, ça n'arrête pas. Sans autorisation de son mari, elles ne peuvent rien faire. Elles doivent par ailleurs obéissance à leur mari qui leur doit juste protection. Elles n'ont pas le droit de le tromper, alors que eux, si, à condition qu'ils n'apportent pas la concubine dans le domicile conjugal. Enfin bon, bref. C'est non seulement un retour à l'ordre des sexes, mais c'est presque plus dur que la situation d'Ancien Régime sur certains points. Donc c'est un texte extrêmement... profondément misogyne, sexiste, et qui a des conséquences absolument dramatiques pour les femmes. Hein. Les femmes mariées qui sont privées mais même, elles n'ont plus la moindre autonomie financière. C'est des gamines de 12 ans, voilà. Elles n'ont pas plus de... Et même si c'est pas écrit noir sur blanc dans le Code civil, le devoir conjugal, il est dedans. Hein. Le viol conjugal, s'il a mis tellement de temps à être reconnu en France, c'est les effets à long terme du Code civil. Plus le Code pénal qui, au passage, reconnaît des circonstances atténuantes aux hommes qui tuent leurs femmes si elles sont convaincus de leur adultère. Enfin bon, c'est un peu... La période napoléonienne, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure de notre histoire. Bref, les féministes, par conséquent, tout au long du 19e siècle, n'ont eu de cesse de dénoncer le Code civil et le statut auquel il réduisait les femmes. Et elles ont saisi le centenaire de 1904 pour protester contre le Code civil, parce que depuis le Code civil, il y a des choses qui avaient un peu changé, même aussi le Code pénal, mais ça, on n'y avait pas touché. Et lors du centenaire, il y avait des projets d'amélioration du Code civil, mais sans parler des femmes. Et donc, à un moment où les féministes étaient plutôt bien organisées, hein, on est au cœur de l'organisation des suffragettes, il y a déjà un mouvement qui est en place, elles ont des journaux, la Fronde, elles en ont d'autres, le suffrage des femmes, elles ont des associations, elles ont des relais internationaux, donc c'est un mouvement organisé qui va s'emparer de la question du centenaire, et résultat, elles vont s'en prendre à l'objet, le Code civil, de deux façons.
Un groupe de femmes va le brûler au pied de la colonne Vendôme, qui est choisie parce que c'est la colonne de Napoléon, qui l'a fait ériger, même si la commune l'a fait tomber, on l'a reconstruite par la suite. Et elles vont le découper avec des ciseaux devant la Sorbonne où se tient un colloque pour le centenaire. Donc elles s'en prennent à l'objet. Là, c'est... Parce que les objets que j'utilise, il y a des objets qui ont été utilisés dans le cadre de lutte, qui ont été utilisés comme dans les répertoires d'action, mais des objets aussi qui ont été détruits. Et là, c'est une cible, c'est un objet cible, détruire le code civil. Et donc, elles vont tout cramer. Ouais, sauf qu'en fait, elles sont arrêtées avant qu'ils brûlent. C'est un peu dommage. Je suis d'accord. Et je me demande avec quoi je vais enchaîner parce que j'ai tout retourné. Je pense qu'on peut dire avec ce livre qu'on se rend compte, il y a effectivement ce code civil, il a disparu, l'IVG, on a eu quelques avancées, on n'utilise plus de cintre a priori, donc on se rend compte de manière très claire que certes, il y a eu quelques évolutions, mais que des combats se répètent génération après génération. Et c'était notamment avec cette histoire de l'IVG que je voulais dire ça, donc c'est pas grave. Et je vais enchaîner avec une petite lecture, si tu permets, Mathilde, pour parler d'un objet qui est bien installé dans les maisons des ménagères, comme on dit, le Moulinex. Voilà. Moulinex libère la femme. C'est un tract qui a été distribué le 8 mars 1975, qui est repris dans le journal Les Pétroleuses. Madame, le cadeau que votre mari va vous faire pour que vous puissiez préparer le repas pendant que la machine à laver tourne, que le biberon chauffe, que le lave-vaisselle vous remplace si bien, vous permettra de faire 36 choses en plus et d'en retrouver toujours de nouvelles que vous n'aviez pas le temps de faire. Après l'usine, après le bureau, les mêmes tâches domestiques vous attendent. Votre double journée de travail, Moulinex, Thermor, Calor et les autres ne l'allègent pas. Ils en éliminent le temps perdu pour que vous en fassiez toujours plus et plus vite. Côté face, ce qu'ils disent, ils nous flattent. La femme mérite le mieux pour nous pousser à la compétition. Arthur Martin vous en donne plus et nous promettent de gagner du temps. Maintenant, la moulinette électrique réalisera en quelques secondes le lent travail effectué jadis. Et de monter en grade, l'achat que vous venez de faire et un peu d'attention suffiront à faire de vous mieux qu'une cuisinière, un maître rôtisseur. Ouais, notez comment on passe du féminin au masculin pour dire que c'est mieux. Du bien mieux, du féminin au masculin, une ménagère, mais un cordon bleu. Côté pile, ce qu'ils ne disent pas, l'exploitation de celles qui fabriquent ces appareils miracles, pour elles, les tâches les plus usantes nerveusement, les petits chefs sur le dos, les salaires inférieurs à ceux des hommes et en prime les licenciements quand ils n'ont plus besoin d'elles, les luttes des travailleuses de l'électroménager à Moulinex l'an dernier, chez Grandin aujourd'hui où 500 femmes occupent l'entreprise pour le maintien de leur emploi sur place. Le prix d'un lave-vaisselle équivaut à 3 mois de salaire d'une travailleuse de l'électroménager. Les manipulations des acheteuses, valsent des prix et valsent des étiquettes. Faut que ça s'use ou faut que ça se démode. Ou que changer tout ça. Comment il nous montre, peut-être pas le lire en entier. Vous pourrez le poursuivre en achetant le livre, c'est page 168. Et donc, ça revient un petit peu à ce que je disais juste avant sur les combats qui continuent, parce que là, avec ce tract, c'était pour dénoncer déjà donc à cette époque la double journée de travail. Toi, avec ton regard d'historienne, justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ce perpétuel recommencement de l'histoire dans les mouvements féministes? Alors, oui, il y a une sacrée question. Mais il est beau ce texte, non? Mais tout le tract est génial, il est extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai choisi de le mettre dans le bouquin parce que à la fois il pose la question de la double journée de travail, il pose la question des travailleuses. Et ça, j'avais vraiment envie que ça soit présent, d'autant que, comme le dit le tract, au moment où les féministes, le 8 mars en plus, évidemment c'est pas un hasard, investissent le salon des arts ménagers.
il y a une grève importante chez Grandin, qui est une boîte qui fait de l'électroménager, et les travailleuses de Grandin, enfin c'est une magnifique lutte. Elles ont séquestré le patron, elles se sont invitées au JT de 20h. Enfin c'est une lutte très très importante. Et voilà, donc j'avais très envie de mettre ce tract pour ça. Parce que de toute façon, en plus, le salon des arts ménagers a souvent été utilisé par les féministes. Louise Weiss, qui est on ne disait plus suffragette dans les années 30, mais qui se battait entre autres pour le droit de vote des femmes, s'était installée au salon parce qu'il y avait des démonstrations, genre la crêpière qui fait la crêpe la plus crêpe meilleure du monde et tout. Et donc en fait, elle avait poussé les démonstrateurs, elle s'était installée, elle avait commencé à faire des crêpes en mettant des affiches, la française doit voter, la française doit voter. Et elle se servait du salon pour faire de la propagande. Enfin, la propagande semble négative, mais en tout cas pour essayer de sensibiliser aux trucs féministes. Alors, sur cette question du retour, parce qu'il y a les deux, effectivement, tu as raison, nous avons plus de droits que n'en avaient nos mères, qu'elles en ont plus que n'en avait leur grand-mère. Enfin, de fait, objectivement, on ne peut que constater, du moins depuis, parce que c'est pas vrai sur l'échelle longue. Hein, il valait mieux être une femme au Moyen Âge qu'une femme au 19e siècle. Il y a pas photo. Bon, après, il valait mieux être noble que paysanne aussi, mais même le 20e siècle était le 19e siècle est plus genré quelque part et plus discriminant que ne pouvait l'être quelques périodes du Moyen-Âge. Bref. Mais en tout cas, depuis le Code civil, on est dans un processus d'amélioration qui va avoir des rythmes différents, des moments d'accélération, des moments de frein, quelques petits retours en arrière, le Vichy, qui est quand même un retour en arrière assez net. Bref, il n'en reste pas moins qu'effectivement, les combats se retrouve. La dénonciation de la double journée de travail, elle est très présente dans les années 70. On la trouve déjà aussi dans la Fronde. Donc, dans les années 1880-1890, il y a des articles dans le journal La Fronde, qui est un journal entièrement composé par les femmes, distribué par les femmes, écrit par les femmes. Donc, vraiment, là, il y a une volonté totale de non-mixité. Il en parle et c'est évoqué aussi même dans les luttes des femmes en 1848, où elle pose déjà aussi cette question. Alors, elle ne l'appelle pas la double journée de travail, mais elles décrivent le quotidien des couturières, des lingières, de ces métiers féminins du milieu du 19e siècle, en expliquant qu'après, il faut s'occuper des enfants. Et donc, la question est ancienne. Mais plein de choses sont très anciennes. La question, alors là je le raconte pas dans celui-là, mais la question, on nous dit souvent les néo-féministes, qu'est-ce que vous êtes chiante avec votre langue, avec l'écriture épicène, avec le point médian, comme si c'était très neuf. Moi, dans l'autre bouquin, j'ai trouvé des textes d'Hubertine Auclair qui expliquent déjà qu'il faut reféminiser la langue et démasculiniser la langue, et que la langue est quelque chose de très important, de très central, et que c'est un combat que les féministes doivent mener. En 1848, au moment où le gouvernement provisoire instaure ce qu'il appelle le suffrage universel, mais qui est universel masculin, mais elle ne l'a évidemment, c'est pas comme ça que c'est présenté par le gouvernement provisoire. Tout de suite, Jeanne de Rouen, qui est une lingère devenue institutrice et qui crée à ce moment-là avec d'autres le journal La Voix des femmes, écrit tout de suite le suffrage universel masculin. Et pour marquer la différence, quand elles veulent parler du peuple souverain, pour montrer que les femmes doivent être incluses dans le peuple souverain, elles inventent finalement quelque chose de typographique qui peut paraître étrange, mais c'est intéressant parce que c'est une invention typographique comme le point médian. Elles écrivent le peuple avec un S majuscule à la fin de peuple, souverain avec un S majuscule à la fin de souverain, pour montrer qu'elles ont rajouté les femmes. Et on a même des discours sur la nécessité de démasculiniser la langue française sous la Révolution française. Donc on a l'impression que c'est des combats très récents et c'est des combats très anciens. Moi, je montre souvent à mes étudiants
un tract d'appel au meeting de la Mutualité de 1976, qui était le meeting contre le viol. Et quand on montre ce tract et qu'on dit aux étudiants, vous pensez que c'est à quelle date, hein, ils pensent que c'est MeToo. Mais non, c'est 1976. Hein. Et pareil, enfin, j'ai trouvé un journal sous la Révolution française qui appelle les femmes à témoigner des violences. Alors, c'est pas écrit violences sexistes et sexuelles, mais des violences qu'elles subissent dans l'espace public. Donc, la plupart de ces combats sont anciens. Là, il y en a qui disparaissent. Enfin, voilà, on ne se bat plus pour le droit de vote, on l'a. Mais d'autres qui restent encore, qui nécessitent encore de se battre, en fait, on a l'impression qu'ils sont récents, mais ils sont anciens. Ce qu'il y a, c'est que sur le temps long, pendant longtemps, par exemple, en tout cas à partir de la fin du 19e siècle, donc à partir des suffragettes, la question du droit de vote ayant été considérée comme devant être première, parce que c'est considéré comme un outil pour obtenir le reste. L'idée étant que si les femmes votent, ils seront bien obligés de faire des lois qui correspondent à voilà, l'égalité, aux droits qu'elles réclament, puisque sinon elles vont les sanctionner dans les urnes. Et donc le droit de vote a tendance à l'emporter dans la place, dans les discours sur les autres. Mais les autres sont toujours présents. Les suffragettes se sont battues pour les droits des travailleuses, se sont battues pour la démasculinisation de la langue, se sont battues contre les violences au sein du couple. Elles se sont battues sur tout. En fait, au début, on se battait sur tout, et puis il y en avait une qui sortait un peu. Puis, à force de gagner, les autres combats sont un peu plus visibles. Mais ils ont toujours été là. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de mettre des tracts à la fin de chaque chapitre, de chaque objet évoqué, pour resituer dans l'histoire les différents objets, leur utilisation et leur réapparition peut-être ? Alors, c'est pas que des tracts, parce que des fois, il y a des tracts, des fois, il y a des récits, il y a des sources. Mais oui, alors moi, je voulais mettre toujours des sources à la fin. Bon, d'abord, je suis historienne, donc qu'est-ce que vous voulez ? J'aime les sources. Hein, ça fait partie de... C'est mon boulot. Je veux qu'on retourne au texte originel. Parce que, par ailleurs, je sais que ça peut être utile pour les collègues de trouver des documents. Et je l'avais déjà fait dans les autres bouquins. Et j'ai des collègues du lycée ou du collège qui m'ont dit c'est très utile ces textes. Donc, OK, si c'est utile, je le fais, parce que mon but étant d'être utile. Et puis, parce que c'est des textes qui m'émeuvent pour beaucoup. Donc, il y a des textes de nature différente. Mais effectivement, les tracts, c'est absolument parfait. Parce que là, on a la parole des mouvements féministes. La difficulté, c'est qu'il fallait trouver des textes en lien avec, non pas la lutte que j'approche grâce à l'objet, mais je voulais qu'il y ait l'objet dans le comment ça s'appelle, dans le texte. Ce que, à peu près, j'ai pas réussi toujours, mais en gros, j'ai réussi à faire. Donc, il fallait trouver ce qui correspondait, quoi. Alors, tu parlais des sources. J'ai envie de rester sur cette idée de sources et de parler un peu aussi des archives. Tu as évoqué certains journaux qui ont été créés par des femmes parce qu'elles étaient très souvent invisibilisées. C'est pas une surprise, c'est pas tout neuf non plus comme processus. Et elles ont créé leurs propres outils finalement pour faire archives. Elles se sont organisées. Est-ce que y a un de ces journaux, par exemple, dont tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail de la manière dont ils se sont créés, ces journaux ? Oui, alors effectivement, les féministes... Alors soit, ce que je trouve très intéressant dans le mouvement féministe doit trouver sa place au cœur d'autres mouvements sociaux qui utilisent tout un tas de répertoires d'action. Ces autres mouvements sociaux faisant parfois peu de place au féminisme. Le mouvement ouvrier a mis du temps à faire de la place au mouvement féministe, avec une histoire là aussi qui n'est pas linéaire, parce que au tout début, le mouvement ouvrier et le mouvement socialiste, avant 1848, dans ce qu'on appelle ce que Marx appelait les socialistes utopiques, mais chez Saint-Simon, chez Fourier, les femmes et les idées féministes ont beaucoup plus de place qu'elles n'en auront ensuite. Alors, chez Proudhon, c'est clair, parce que Proudhon est quand même d'une sacrée misogynie, et même chez Marx, qui n'est pas sa priorité première. Mais bon, ensuite, le mouvement ouvrier fait peu de place, en fait, au mouvement féministe. Donc,
Il faut réussir à exister comme mouvement à côté de ce mouvement qui existe déjà, qui a un répertoire d'action bien enraciné, mais qui ne laisse pas de place aux femmes. Et donc, elles vont devoir inventer des répertoires d'action qui leur sont propres, mais aussi parfois récupérer des répertoires d'action qui sont ceux du mouvement ouvrier. Et là, le journal, c'est une récupération. Mais comme elles n'arrivent pas à intervenir dans les journaux ouvriers de l'époque, elles doivent créer leurs propres journaux. Et alors, s'il faut en citer un, après moi, c'est mon côté 19e, celui que je préfère, moi, c'est La Voix des femmes. La Fronde est beaucoup plus connue, et d'ailleurs, en général, je m'énerve parce qu'on voit toujours écrit Fronde, le premier journal entièrement fait par des femmes. Non, le premier, c'est la Femme libre de 1832, et ensuite La Voix des femmes de 1848, mais qui sont oubliées comme sont oubliées ces femmes de 1830 et 1848. Pourtant, je les aime profondément, mais elles sont toujours oubliées. Donc, un de mes buts, c'est de les faire connaître et de les faire aimer. Et La Voix des femmes est un journal donc, qui a été entièrement donc, composé, dirigé, rédigé, vendu par des femmes qui ont pour point commun d'être à peu près toutes socialistes, soit saint-simonienne, soit fourriériste, donc les deux familles principales du socialisme avant le marxisme, et qui, pour une grande majorité d'entre elles, sont des ouvrières. Exception faite, alors Jeanne de Rouen était ouvrière, elle est devenue institutrice, et Eugénie Niboyer est une femme de lettres. Elles deux ne sont plus dans le monde ouvrier, mais les autres sont des ouvrières. Donc c'est pour ça que j'aime particulièrement ce journal, parce que c'est un journal qui va parler des questions sociales et des questions des femmes, mais quand elle parle du travail, des femmes, c'est des ouvrières qui parlent de leur travail, alors que dans La Fronde, quand les journalistes parlent du travail des femmes, ce sont des journalistes qui n'ont jamais travaillé dans les usines ou dans les ateliers, alors que là, elles ont travaillé, c'est elles qui écrivent, donc pour moi, c'est des sources encore plus fortes pour ça. Ce qui ressort aussi du livre, et ça c'est parce que c'est des sujets qui m'intéressent, c'est le côté très parisien finalement des sources et des archives, que tout ce dont tu parles, c'est très souvent relié à Paris, ou ça s'est très souvent passé à Paris. Est-ce que tu penses qu'on peut espérer une évolution et une amélioration de la manière dont on raconte l'histoire féministe aujourd'hui? Parce que voilà, vraiment, on a l'impression que les féministes, elles sont toutes à Paris et puis c'est tout. Il faut. Le problème, c'est que de fait, les sources qu'on trouve, elles sont surtout parisiennes, et puis les recherches sont plus, on travaille plus. Alors, pas dans celui-là, mais dans l'autre, j'avais pas mal de choses sur. Alors, c'est pas ici, mais c'est la Bretagne, avec Joséphine Pincalette et les Sardinières de Douarnenez. J'ai aussi écrit des choses sur le mouvement à Visille, et ça y est, je commence à fatiguer. Comment elle s'appelle, la nana? Je l'adore en plus. Là, je vais voir dans ma tête, j'ai Hélène Brion, mais Hélène Brion, c'est pas ça. C'est Lucie Beau, qui est une ouvrière du textile, une des premières syndicalistes CGT du textile à Visille, donc près de Grenoble. Donc dès que je peux, je vais les chercher. Mais c'est difficile parce que de fait, ce que je trouve, soit dans les recherches qui ont été faites, soit dans les parce que par exemple La Voix des femmes, c'est des ouvrières parisiennes. Il y a très peu de choses. Alors il y a le Courrier de Lyon, en fait, Eugénie Niboyer, avant de rejoindre en 1948 La Voix des femmes, elle avait créé un journal à Lyon. Et ça, il faudrait regarder s'il parle un peu plus des canuts et des ovalistes, parce que les femmes, c'est surtout des ovalistes à Lyon. Mais oui, là, effectivement, c'est trop parisiano-centré. Ça, j'ai conscience de ça. Par ailleurs, c'est français. Moi, je fais très peu d'histoire. En fait, moi, je suis historienne de la France. Je connais mal les mouvements féministes dans les autres espaces.
Et en fait, j'ai trop peur de dire des conneries sur des espaces que je connais pas. Donc là, par contre, là, c'est un choix. Il y a des fois, je parle une fois d'un mouvement aux États-Unis parce que c'est un mouvement ouvrier que là je connais bien, mais je fais très attention de pas parler d'espace parce qu'en fait, faut bien connaître le contexte politique et social d'un pays pour mesurer la place que peuvent y jouer les mouvements féministes. Et je connais pas assez les contextes hors France pour pas faire de bêtises. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait d'autres historiennes dans d'autres pays qui fassent aussi une histoire longue du féminisme et que au final on puisse se rassembler et voir justement comment ça circule, quelles sont les connexions, comment on peut comparer. Mais pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup en fait. Mais si on reste à l'échelle de la France et qu'on arrive à créer le musée des féministes que tu espères voir un jour arriver en France. Mais tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire, parce que là, en ce moment, à Paris, il y a une expo qui pourrait être ce qui deviendrait un bon musée des féministes, mais c'est citoyenne parisienne. Oui. Parce que c'est au musée Carnavalet, au musée d'histoire de ville de Paris, donc j'y suis allée, il n'y a que des parisiennes. Alors, c'est parce que c'est mais en même temps, enfin, c'est un biais, il y a un problème, quoi. De fait, il y a un problème parce que évidemment qu'il y a des groupes féministes ailleurs, et comme de toute façon, dans les luttes des travailleuses, il y en a partout, donc. Surtout que Christine Barr tient à ouvrir les profils de féministes qu'on montre en plus. Bah oui, mais c'est super important. Mais pour ça, c'est vachement bien. Mais de fait, c'est beaucoup à Paris. Donc s'il y en a qui ont envie de monter un musée des féministes et des féminismes, ça ferait plaisir à Mathilde. Donc, j'ai plein d'idées d'objets à mettre dedans, hein. Pas de problème. Et pour revenir du coup un peu à cette histoire des archives et de comment on crée de l'archive et de l'archive en dehors un peu de Paris, de la concentration, oui, c'est ma dernière question. Il y a le mouvement des coloreuses que tu abordes dans le livre et dont on va parler après avec le documentaire. Et là encore, tu nous montres qu'il n'y a rien de nouveau, que Marguerite Stern, pour ne pas la nommer, n'a rien inventé, malgré tout ce qu'elle a pu dire, et que cette histoire de coller et d'écrire sur les murs qu'on est féministe, qu'on est là les unes pour les autres, bah, ça date pas de Marguerite Stern. Ah non, c'est la guerre des murs. Il y a une guerre des sexes des murs, et depuis longtemps, ce que l'on cite en général comme origine, hein, mais c'est les affiches de la Révolution française et le fait que Olympe de Gouges, justement l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a commencé par faire des affiches. Et dans la fameuse expo d'ailleurs à Carnavalet, il y a, c'est vraiment que je la voyais en vrai, ça fait un truc hein, quand même, je vous assure. Non mais c'est vrai, voir des trucs en vrai, ça fait quelque chose, quoi. Et donc l'affiche qui n'est pas signée Olympe de Gouges d'ailleurs, qui est signée une citoyenne. Et donc elle a commencé, et par la suite, des affiches, les femmes de 48 ans font peu, mais il y en a quelques-unes. Les communardes, on en fait plein. On a plein d'affiches de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Là, il y en a beaucoup. Les suffragettes ont fait énormément d'affiches. Après, le MLF et le MLAC, là, il y a un support d'affiches extraordinaire, il y a de quoi faire. Et il y a eu même, avant les coloreuses, quelques années auparavant, donc avant Stern pour ne pas la nommer, des noms de femmes accrochés au mur avec des dates, donc exactement ce qui va être pris. Alors, c'était pas ce qui a été nouveau, c'est une feuille A4, une lettre, hein, mais les lettres d'imprimerie, en gros, et nom, cause de la mort et date du décès, c'est antérieur, c'est repris. La seule nouveauté, c'est l'unicité de la lettre par feuille. Et ce mouvement, il a beaucoup été porté par les internets, par les réseaux sociaux. Est-ce que tu estimes du coup que le smartphone peut être un objet aussi des luttes féministes ? Alors oui, c'est un objet, mais moi, comme je fais de l'histoire et que c'est un peu neuf comme objet, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. J'y ai pensé, mais j'aurais dit quoi sur le 19e siècle ? Bof. Ouais, voilà. Donc, résultat, c'est pour ça qu'il n'est pas dedans, parce que je ne fais pas une histoire actuelle des objets des luttes féministes, je fais une histoire sur le temps long de la construction des objets des luttes féministes, avec certains objets, comme le cintre sur lequel on a commencé, qui a d'abord été un objet utilisé par les femmes pour
disposer de leur corps, mais avec le risque que ça implique, et qui maintenant est un objet symbolique de la lutte contre justement ce temps où le cintre était destiné à d'autres usages. Mais voilà, je suis historienne, donc le smartphone, j'avais pas assez d'histoire à raconter sur le temps long pour le retenir comme objet. Oui, il en fait partie. Oui, ça c'est. Alors il y aura des choses complexes à dire sur le smartphone parce que c'est aussi un espace sur lequel on reçoit énormément de violence. Ça, je vous apprends pas le cyberharcèlement qui est particulièrement dur contre les femmes. Donc c'est un objet ambigu pour ça. Mais de fait, comme pour toutes les autres luttes, c'est un objet qui facilite la diffusion et donc la possible aussi sororité et l'organisation des luttes. Donc c'est un objet à double tranchant. Mais moi, c'est trop dans le présent pour que j'en fasse l'histoire. S'il y avait eu du smartphone en 70, j'aurais fait, mais là, il n'y avait pas. Merci beaucoup, Mathilde. Mais de rien. Y a-t-il des questions dans la salle ? Y a-t-il une question dans la salle ? Non, il n'y a pas de questions dans la salle. J'en avais 1000 autres à poser, donc si vous en avez une, allez-y. Ah. Rapidement, bonsoir. Bonsoir. Merci, ravie de vous rencontrer. Juste pour ceux qui ne vous connaissent pas et moi-même, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là, à écrire ce livre notamment et tout ce qu'il y a autour de la lutte féministe ? Merci. Petite bio. Alors moi, à la base, je suis historienne. J'ai fait une thèse en histoire qui avait rien à voir avec les luttes féministes puisque j'ai bossé sur la garde nationale, c'est-à-dire une force de l'ordre de mecs. Donc j'étais un peu loin de l'histoire des femmes. Après, à côté de ça, je me considérais comme féministe parce que j'ai été élevée par une mère MLF et que donc j'ai toujours été. Il s'est jamais envisagé que je ne fasse pas quelque chose que je voulais faire parce que j'étais une fille. Enfin voilà, j'ai été élevée dans ce truc, un peu comme ça, ce qui fait que j'ai le souvenir d'avoir fait des 8 mars avec ma mère. Enfin il y avait des bouquins à la maison. J'ai été élevée dedans sans forcément y réfléchir. Et après, j'ai un peu mis d'un côté le militantisme et de l'autre le côté prof. Mais ce que j'ai commencé à faire, c'est en fait j'aidais les étudiants et les étudiantes quand elles organisaient des journées droit des femmes à la fac. Notamment, je me souviens à Villetaneuse, une journée pour le droit des femmes dans le cadre aussi, c'est marrant, ça me suit depuis toujours, pour le droit à l'IVG, où elle m'avait demandé de faire, en fait, elle me demandait, parce que c'était nana, de faire une présentation historique du droit à l'IVG, donc j'avais accepté, puis j'avais tracté avec elle, et puis ça marchait pas du tout, personne voulait prendre nos tracts. Finalement, on a eu un amphi, ils étaient 4, enfin bon, bref, c'était vraiment pas très joyeux, mais voilà, j'ai commencé à faire des trucs militants et utiliser, en fait, je cherchais des choses en histoire des femmes, sur lesquelles je ne travaillais pas du tout à ce moment-là, mais pour faire des formations militantes ou pour faire des présentations historiques dans le cadre de militants féministes. Et puis sinon, voilà, je continuais à aller le 8 mars, à marcher avec 300 copines que je les connaissais toutes parce que chaque année c'était les mêmes, qui étaient les anciennes de 70 et qui nous disaient que vraiment on était nuls parce que elles étaient vachement plus nombreuses, mais c'était pas de notre faute, nous on était là quand même. Enfin bon, bref, les forces de l'ordre voulaient même pas arrêter les voitures tellement on n'était pas nombreuses. Enfin bon, bref, c'était pas les moments les plus joyeux du féminisme, on va dire, mais je continuais comme ça. Et puis en fait, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, la fac dans laquelle je suis
le bassin de recrutement de la fac, on s'est rendu compte que plein de communes autour, dont on savait très bien que des étudiants, dont les étudiantes venaient, ont basculé dans un vote Front National à l'époque. Et en tant qu'enseignant, ça nous a fait un peu flipper. On s'est dit, vu que nous, on n'a pas de programme imposé, on peut se servir de la fac pour mener la bataille culturelle contre le Front National. Et donc, on s'est dit, allez, on va faire des cours sur le racisme, sur l'immigration, sur l'extrême droite. Enfin, voilà, on va essayer de donner des outils, parce qu'au bout du compte, le meilleur moyen de lutter contre les haines, c'est la connaissance, en fait. Alors, peut-être on rêvait un peu, mais on avait cette envie-là. Et moi, j'avais en charge le cours de L1, qui est un cours à 300 étudiants. Donc, bon, et... des collègues m'ont dit, mais il ne faut pas y aller frontal. Enfin, commence pas direct par un cours sur l'immigration. C'est un peu difficile. Vas-y en douceur. Et je me suis dit, en fait, je vais faire un cours d'histoire des femmes, parce qu'au bout du compte, ça me permettra de régler un certain nombre de choses. Et en même temps, enfin voilà, j'ai eu cette envie de créer ce cours que donc j'ai créé il y a un petit bout de temps. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis mis à lire 1 milliard de trucs, parce que pour faire un cours, évidemment, on se met à lire beaucoup. Et puis, je l'ai continué. Après, j'ai essayé de faire un truc plus précis en L2. Puis après, je l'ai passé en L3. Puis après, j'ai fait un séminaire de master. Je bougeais un peu, mais plus ça allait, plus je nourrissais en fait mes connaissances. J'ai commencé, résultat, à chercher des trucs aussi, parce que j'avais besoin d'appuyer un peu sur des choses plus solides. Et c'est le résultat de tout ça qui, à un moment... Bon, il y a aussi, j'ai fait de l'histoire des femmes, mais j'ai transmis sur Twitter aussi cette histoire, parce que je voulais qu'elle soit connue. J'ai multiplié les formations, alors à nouveau dans les associations étudiantes, mais aussi de plus en plus dans les associations féministes, parce que souvent les associations féministes, en fait, elles connaissent pas forcément l'histoire des femmes et du féminisme. Donc j'ai multiplié. Au bout d'un moment, j'avais tellement de matière que je me suis dit, en fait, faut en faire un livre. Enfin, ça a du sens de coucher tout ça par écrit et d'en faire une base. Mon objectif, c'est de faire de l'éducation populaire, quand je fais ça. Là, je fais pas un travail universitaire. C'est pas la même chose quand je publie un ouvrage plus universitaire. C'est vraiment cette histoire. Elle est peu connue. Elle est très insuffisamment enseignée dans le secondaire. Elle l'est d'ailleurs de moins en moins depuis les programmes Blanquer. Et cette histoire, il faut la faire, il faut la transmettre. Et je vais essayer d'y participer à mon échelle. Et voilà. Et donc, je le fais. Et après le premier, il y avait des choses que j'avais pas pu dire, que j'avais laissées de côté. J'ai eu envie de faire, de le reprendre et de prendre une approche différente pour réussir à aborder des choses que j'avais pas pu dire dans le premier. En gros.